Bienvenue à toutes et à tous. Plus d'une dizaine de blessés et beaucoup de dégâts matériels. C'est le bilan de l'effondrement d'un mur d'une usine de tuyauterie à Anne Équipe. Cela fait suite aux rafales de vent d'hier. Les victimes réclament une indemnisation à l'usine de tuyauterie. On voit tout cela dans cet élément signé par Faraning et Diafaraba. Ces personnes ont frôlé la mort au quartier Anne Équipe pour cause. Le mur de l'entreprise de tuyauterie 3S, long de 15 mètres, s'est effondré sur les habitations après le passage du vent ce jeudi. Bilan, plusieurs blessés et des dégâts matériels énormes. De telle sorte que 15 mètres là. Le mur de l'usine était d'une hauteur de 15 mètres. Il s'est effondré après les violents vents de ce jeudi. Il y a plus de peur que de mal. Je vis dans cette chambre avec ma famille. Heureusement, mes enfants étaient à Dieuppeul. Le moment que je préparais pour Dougou, c'est l'affaire effondrée. 15 de blessés, dont 3 grièvement. Il y a une fille même qui a des problèmes de bassin, qui est admise à l'hôpital. Il y a une autre personne qui a perdu son doigt. Les larmes aux yeux, ces femmes ont eu beaucoup de courage pour extirper leurs enfants sous les décombres. 10 heures là, C'était vers les cours de 22 heures. J'ai attendu un grand bruit et j'ai crié pour alerter mes enfants et les 2 femmes enceintes qui étaient à l'intérieur. J'ai dû contenir la baraque pour sauver les enfants et il en restait un sous les décombres. Il y a plus de peur que de mal, sinon aujourd'hui on aurait compté plusieurs morts. Dieu merci. Ces sinistrés, la plupart des démunis, sollicitent une indemnisation pour reconstruire leur maison. Nous sollicitons de l'aide car nous sommes des personnes démunies. Nous n'avons vraiment rien du tout en ce moment. Nous sommes des soutiens de famille et en ce moment nous n'avons pas là où dormir la nuit. Le danger est toujours sur place car un pan du mur reste intact. Toutes ces familles vont dormir à la belle étoile si les autorités ne réagissent pas. Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, Adama Gaye menace de reprendre la grève de la faim si sa situation n'évolue pas favorablement. Une information de ses avocats qui vilipendent Macky Sall auprès de ses homologues de la CEDEAO à la veille de l'ouverture du sommet au Burkina Faso. Adama Gaye a adressé une lettre ouverte pour dénoncer sa détention et il compte poursuivre l'État du Sénégal devant les instances internationales. On voit tout cela dans cet élément signé Chérif Dia. C'est une nouvelle phase dans la défense de Adama Gaye, détenu depuis 47 jours à la maison d'arrêt de Rebeuss. Les avocats du journaliste ont décidé d'internationaliser le combat judiciaire. Réunis en collectif, ces conseils ont adressé ce vendredi une lettre ouverte aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce n'est pas un hasard car le sommet de l'organisation sous-régionale s'ouvre ce samedi 14 septembre à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Dans cette missive, les avocats soulignent le caractère paradoxal de la détention de Adama Gaye au sein d'un État membre sur le simple fondement d'opinion publique déclaré sur un réseau social. Il rappelle aux homologues de Macky Sall le passage de Adama Gaye à la CEDEAO en 1992 comme chargé de la communication de l'institution sous-régionale. 27 ans après, il constate pour le regretter un assombrissement du tableau des libertés, donnant comme exemple le cas de leur client qu'ils considèrent comme un détenu politique. Le collectif des avocats de Adama Gaye révèle que ce dernier a suspendu sa grève de la faim après un avis médical, mais aussi sur demande de personnalités comme l'ancien président Abdoulaye Wade. Il précise toutefois que leur client entend reprendre cette grève de la faim si sa situation n'évolue pas favorablement. L'autre révélation, ce sont les poursuites judiciaires annoncées contre l'État du Sénégal devant les institutions internationales pour manquement avéré à ses obligations en vertu des traités internationaux de droits de l'homme. Rivia Arlinubok encore dans la rue ce vendredi. La plateforme réclame toujours la transparence dans la gestion des ressources du pays, voire la renégociation des contrats. La baisse de l'affluence n'entame en rien la détermination des membres. Compte rendu de la manifestation de cet après-midi signé Habib Faye et Amadouba. À la place de la nation, un groupe de personnes en rassemblement pour manifester.
Sous une fine pluie, Arlune-Bock a encore brandi les pancartes pour dénoncer la gestion dite nébuleuse du régime. La transparence dans les contrats pétroliers et gaziers, c'est ce que réclame la plateforme. Aujourd'hui encore plus mobilisé qu'hier par rapport à ce combat que nous avons engagé depuis qu'effectivement il nous a été révélé des scandales entourant les dossiers du pétrole et du gaz, en particulier les contrats que l'État du Sénégal a passés avec des entreprises étrangères qui ont spolié le peuple sénégalais. Que c'est une question de principe. On peut abandonner n'importe quel combat, mais un combat de principe, on ne l'abandonne jamais. Un rassemblement loin des grandes mobilisations des premiers jours de manifestations, mais pour les membres, le nombre n'est pas important. C'est par rapport à la qualité, c'est par rapport à la qualité que l'on demande la transparence. C'est pas la quantité qui porte, c'est pas la quantité qui importe. Je ne sais pas trop, mais pour moi ce qui est important, c'est d'expliquer de manière pédagogique aux populations sénégalaises l'importance des ressources naturelles, l'importance stratégique qu'il y a à combattre pour la protection de nos ressources naturelles. Les Sénégalais, bon, l'État les a divertis. Bon, d'un côté, j'ai l'impression qu'ils ne prennent plus au sérieux le combat de Arlune-Bock. Parfois, des tiraillements se font remarquer, mais leur objectif demeure le même. Après l'État du Sénégal, effectivement, à revenir sur ces contrats-là en les renégociant, en recouvrant les avoirs pétroliers et gaziers du peuple sénégalais qui ont été spoliés, mais également à ce que tous les dossiers relatifs au pétrole et au gaz, qui ont des relents de corruption, des relents de délits d'initiés et même de haute trahison, que ces dossiers-là soient transmis à la justice. De la place de la Nation au rond-point RTS, Arlune-Bock a manifesté son mécontentement. La plateforme compte remettre cela jusqu'à avoir gain de cause. Et puis le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance annonce l'érection de plusieurs infrastructures pour désengorger les prisons du Sénégal. À cela s'ajoute un recrutement de 70 agents pénitentiaires pour renforcer le personnel jugé insuffisant. Mamadou Salif Sow était en visite ce matin à la direction de l'administration pénitentiaire. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maguette Gaye et Ababakar Kamara. Au niveau de la maison d'arrêt de Rebeuss, par exemple, parce que c'est d'elle qu'on parle de tout le temps. Donc, il y a eu une construction d'une chambre fonctionnelle de 80 places. On a la maison d'arrêt de Koutal, l'établissement pénitentiaire de Koutal, où il y a 480 places qui ont été prévues pour les détenus. Il y a la réhabilitation du pavillon spécial, voilà, où il y a à peu près 90 places. Donc il y a des efforts qui ont été faits. Il y a aujourd'hui la construction de la maison d'arrêt de Sébikotane, d'environ 500 places. Donc aujourd'hui, le président de la République, le gouvernement et l'ensemble des services qui s'occupent de cette question sont en train de faire des efforts pour améliorer les conditions des détenus. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les mesures législatives, nous avons l'intention, sous peu, notamment c'est le garde de Sceaux qui va l'introduire, l'introduction du bracelet électronique pour essayer en tout cas de désenconger les prisons. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un programme de 70 agents de recrutement qui ont été recrutés et qui sont en train de faire la formation. Je pense que dans un délai raisonnable, ce contingent va venir renforcer en tout cas les agents qui étaient là. Également annoncé dans les titres de cette édition, la Fédération des enseignants du Sénégal fustige le non-respect des accords signés de la part de l'État du Sénégal. Dans la presse ce matin, elle menace d'aller en grève dès la rentrée scolaire si la situation reste en l'état. Compte rendu de leur conférence de presse signée Diaria Toufal et Mohamed Dian. Alors que l'école n'a même pas encore ouvert ses portes, la Fédération des enseignants du Sénégal annonce un préavis de grève au mois d'octobre prochain. Et puis il est anormal. Aujourd'hui, on l'a dit, nous fédères, c'est notre position. On va parler du système de rémunération qui est notre cheval de bataille cette année. Dès le mois d'octobre, on va déposer un préavis de grève, qu'on nous répond ou qu'on ne nous répond pas. On va y aller et s'il n'y a aucune réponse,
nous déroulerons le plan d'action qui est déjà prêt pour le mois d'octobre. C'est les enseignants cette année qui nous ont demandé de parler pour eux, puisqu'ils ne comprennent plus ce qui se passe sur le champ. Je ne sais pas, G20, G6, ça c'est des charabias. Le syndicat d'enseignants tire sur le ministre et les inspecteurs de l'éducation et de la formation qui traînent les pieds concernant les actes de reclassement. Ils n'ont pas le droit d'avoir un syndicat, puisque ce sont des inspecteurs. Le plus petit d'eux, il est gradé, il a une voiture, il dépend d'un IA ou bien d'un IF. Donc c'est des gens qui doivent partir sur le terrain, nous inspecter les enseignants qui doivent avoir le CAP, le CE et leur diplôme de l'enseignement suprême. C'est ça leur rôle, ce n'est pas aller en grève. Actuellement, c'est eux qui coupent la tête de la carrière des enseignants. La mauvaise gestion du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est aussi décriée. C'est des projets qu'ils ont enclenchés. Ils recrutent des gens, ils les amènent dans des entreprises, ils appellent les formateurs de l'enseignement technique pour les encadrer. Mais à l'issue, si c'est 5 milliards, soyons sérieux. Si tu appelles quelqu'un, tu lui dis dès le départ qu'il se l'a payé, il fait toute la formation. Vous payez l'entreprise, vous prenez le reste de l'argent et vous laissez le formateur comme ça. Puisque c'est un enseignant, soit 10 ans que vous le payez pour enseigner. Non, c'est pas ça. Puisque moi, je suis un professeur d'anglais, on ne peut pas m'affecter dans ça. Au cours de cette conférence de presse, la Fédération des enseignants du Sénégal a aussi dénoncé la gestion de l'affaire Sainte-Jeanne d'Arc par le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla. Puis la polémique autour du livre qui retrace l'histoire du Sénégal, rédigé par le professeur Iba Thiam et compagnie, est inopportune, c'est du moins l'avis de l'ancien président du réseau des journalistes pour l'information religieuse. Mohamed Barro soutient que nul n'est infaillible. Il s'est prononcé au micro de Fatimata Touré et Diafaraba. Aujourd'hui, cette polémique-là ne peut en rien, en tout cas, réduire la portée et l'enjeu de ce que nous n'avons jamais eu, l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Aujourd'hui, il est vrai que l'écriture de l'histoire du Sénégal ne peut être mise que dans un domaine de faillibilité, de perfectibilité, parce que tout simplement, on ne peut pas à 100% reconnaître qu'il n'y a pas une marge d'erreur donc dans l'écriture de l'histoire du Sénégal. Mais cette polémique-là, si elle se limite réellement à une dimension scientifique, elle est acceptable. Mais on ne peut pas dans un pays accepter que sur le plan idéologique, ou en tout cas pour des raisons, ou pour une raison ou une autre, qu'une famille, un groupe, une personne puisse contester la légitimité d'historiens qui ont quand même de la science, pour en tout cas nous faire rentrer dans une polémique inutile et fortuite. Le lancement du portail de signalement pour éviter l'exploitation sexuelle des enfants, c'était ce matin. Prétexte pour nous de nous intéresser à ce sujet qu'est le viol, qui engendre beaucoup de maslas souvent dans la société, ce que certains déplorent. Et à la place, ils exigent de lourdes sanctions pour les auteurs. Un reportage signé Cheikh Diop et Pape Sangone Baye. L'exploitation sexuelle des enfants prend une ampleur inquiétante selon la CONAF. Pire, les auteurs échappent souvent à la justice à cause d'une absence de dénonciation. Cet homme, dont la petite fille est victime, dénonce ce que les Wolofs appellent le maslaha. On doit dénoncer les violeurs pour qu'ils soient lourdement sanctionnés. On avait violé ma petite fille. L'auteur, on l'a condamné à 10 ans de prison. Ses parents cherchaient à négocier, mais j'ai été catégorique. Point de négociation. Le secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal aborde dans le même sens. Il met en garde les auteurs de viols. L'islam ne protège pas ces genres de personnes. Ils sont tués, jetés des pierres, humiliés et trucs. Bon, dans ce monde moderne, peut-être qu'on va nous dire laïcité, qu'on va nous dire droit de l'homme, qu'on va nous dire protection de la personne. Mais il faut dénoncer cette affaire et punir. Pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, nos interlocuteurs réclament des sanctions plus sévères. Donc il va falloir que les victimes aussi essayent de ne pas avoir peur, d'essayer d'aller vers la justice pour essayer de dire la vérité, pour ne pas qu'il y ait aussi d'autres victimes. Le ministre de la Femme reste optimiste avec le nouveau portail de signalement pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. On va mettre en place le portail qui est disponible pour tous les Sénégalais
Il n'y a pas de ressources parce qu'en fait, c'est International IWF. Le Sénégal va avoir son portail qui va être accessible à tout le monde pour protéger les enfants. En attendant que le portail donne des résultats, les spécialistes à la protection de l'enfance invitent les parents à redoubler de vigilance. Et puis près de 2500 enfants meurent chaque année dans la région de Diourbel avant l'âge d'un an. Diourbel, une région touchée par la faiblesse des services d'urgence, des manquements relevés par le médecin-chef de la région lors d'une rencontre de partage avec les partenaires techniques et financiers de la gouvernance. Balambake Mboup en parle au micro de Babacar Diouf. La situation est très grave, vous l'avez vu tout de suite, la région de Diourbel en termes de nombre de décès néonatals est la deuxième région la plus touchée, avec plus de 2500 enfants qui meurent avant un an. Et cela aussi a été une grosse priorité au niveau du ministère de la Santé qui est en train de voir comment on peut mettre en place un programme. Déjà, il y a des programmes qui sont mis en place pour lutter contre cette mortalité. Vous avez vu le programme de l'UNICEF sur l'hygiène des maternités, qui est un programme aussi de lutte contre la mortalité néonatale. Mais il y a d'autres programmes qui sont pilotés par l'USAID et par en tout cas beaucoup de partenaires pour adresser cette question de mortalité néonatale qui nous préoccupe. Oui, j'ai rappelé tout de suite qu'en 2017, en fin 2017, tout le ministère était venu à Diourbel pour parler de la gestion des urgences. Je pense qu'à l'issue, on a fait un plan régional. Et aujourd'hui, l'UXDEF, la coopération a mis quand même beaucoup de millions pour que la gestion des urgences puisse être améliorée dans la région, en mettant aux normes les SAU et les IAU qui sont dans les régions, en dotant la région d'un centre de régulation des appels, mais aussi en formant les acteurs qui sont au niveau de la gestion des urgences pour qu'ils soient plus capacités à gérer les urgences. Diourbel est une grosse zone d'urgence, il y a beaucoup d'événements religieux, donc beaucoup de déplacements de la population, le Magal de Touba en particulier. Environnement à présent avec le Conseil national des conseils locaux de pêche artisanale et les autorités en charge du secteur qui ont initié une journée d'immersion des pots à poulpe sur une commande de 19 000 pots. 6 000 ont été immergés à Guéréo. D'autres zones sont également ciblées. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur adjoint des pêches. Il s'appelle Sidia Diouf. Il est interrogé par Abdourahmane Diallo. Il s'agit d'une journée de lancement d'immersion de pots à poulpe qu'on peut qualifier de récif artificiel. La difficulté ou bien les problèmes qui ont été enregistrés au niveau de cette pocherie, c'est qu'il n'y avait pas assez d'habitat pour permettre la reproduction de cette espèce. Donc, à un certain moment, les gens ont pensé qu'il fallait réhabiliter les habitats, mais avec un matériel non polluant, c'est-à-dire avec des pots fabriqués à base de sable, pour ne pas polluer le milieu marin. Et cet habitat, la réhabilitation de cet habitat, qui vont permettre la reproduction de cette espèce qui est le poulpe. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a une appréciation positive des acteurs de cette activité parce que la pêcherie de cette espèce est devenue permanente. Durant toute l'année, les gens capturent du poulpe. 19 000 pots ont été commandés, mais pour Guéréo, c'est 6 000 pots. Il y a 5 000 pots pour la région de Dakar. Il y a 2 000 pots pour le département de Fatick à Differ, Palmarin. Et le reste, c'est dans le département de Mbour. Beaucoup global, c'est 19 millions, dont 16 millions, c'est 17 millions du moins. Génération Foot à l'assaut du Zamalek d'Égypte. Ce sera ce samedi au stade Lat Dior de Thiès. Le champion du Sénégal veut prendre une option sérieuse avant le match retour. Match comptant pour le dernier tour préliminaire des éliminatoires de la Ligue africaine des champions. Les deux équipes ont fait face à la presse ce matin. Nous écoutons les deux capitaines d'Ibrahim Diallo, Génération Foot, et celui de Zamalek, interrogé par Cheranta Diop et Seyla Tia. On est prêt mentalement comme les autres matchs. On va essayer de l'aborder comme les autres matchs, comme l'équipe libérienne, comme on avait commencé le match.
Maintenant, on sait que ce ne sera pas un match facile parce que le Zamalek est un grand d'Afrique. Mais voilà, ça reste un match de football, on s'est dit 11 contre 11, mais voilà, le moral est bon, la troupe est prête au combat. Nous, on est une équipe jeune, une équipe ambitieuse, et je pense que même s'il ne le dit pas, nous, on va essayer d'emballer le match parce qu'on est à domicile et on se doit de gagner ce match. Les deux équipes qui ont du talent et celui qui va travailler plus fort, celui qui va travailler plus fort avec discipline, avec rigueur, c'est celui qui va gagner, c'est nécessaire pour gagner, c'est le travail, pas le talent dans ce match-là. Et pour éviter de limiter, on doit bien économiser l'énergie et être compact sur le terrain. On rappelle que vous suivrez ce match en direct sur TFM, les antennes du groupe Futur Média. Et tout à l'heure, ça va continuer le débat autour de ce match avec Aram Touré, danseur de campagne, en compagnie de Chertiyan Diagne et Talafal. Nous parlons toujours football avec la crise à l'AS Saloum. Les membres de la section football, pas sur la même longueur d'onde que les supporters. Ils demandent à ce que Souleymane Ndéné poursuivre jusqu'à la fin de son mandat. Babatoun, vice-président, qui a fait face à la presse. Je propose d'écouter des propos recueillis par Ibrahim Diamé. N'est-ce pas, d'appui et de soutien, et comme il a dit, émanant de Souleymane Ndéné Ndiaye, de Ali Mané, n'est-ce pas, de quelques mécènes, je crois que c'est là le clou du problème. En tout cas, nous, membres de section de football, la section de football de l'AS Saloum, nous réitérons notre soutien et notre engagement auprès du président Souleymane Ndéné Ndiaye, qui est le président légitime de l'AS Saloum pour un mandat de 4 ans. Bon, les contre-performances, je crois que nous avons expliqué tout de suite, peut-être ce ne sont pas des contre-performances, parce que prendre une deuxième place dans un championnat, je crois que ce n'est pas une contre-performance. Je l'ai dit, on peut avoir des moyens, on peut avoir toute une organisation, mais en général, à la fin, il y a ce qu'on appelle les coups de chance. Mais véritablement, nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous organiser à tous les niveaux pour que véritablement, en tout cas, d'ici 1 an ou 2 ans, Inch'Allah, le Saloum sera en Ligue 2 via la Ligue 1. En mot de basket, avant de clore cette édition, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de basketball FIBA. Elle va opposer l'Espagne à l'Argentine. Les Argentins ont sorti très tôt ce matin l'équipe de France 80-66. Les Espagnols ont battu l'Australie 95-88. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant,